Bonjour, je suis André Comte-Sponville, bienvenue dans notre interview coulisses. Ce qui est surfait, c'est moins le bonheur que la prétendue obligation d'être heureux. Cette injonction d'être heureux, ça c'est effectivement insupportable. Moi j'ai toujours dit aux gens qu'on a le droit d'être malheureux. Autrement dit, le bonheur, c'est pas un devoir. Mais si on a le choix entre bonheur et malheur, en gros, tout le monde préfère être heureux. Alors, l'autre question, ça serait de savoir ce que c'est que le bonheur. Moi, je crois que la meilleure définition, elle est négative. Le bonheur, c'est le contraire du malheur. Parce que autant l'injonction au bonheur est absurde, autant le constat du malheur, quand il est là, c'est quelque chose sur quoi on peut s'appuyer. À la limite, certains vous diront que le bonheur, ça n'existe pas. Et c'est vrai, si on rêve d'un bonheur absolu, ce que j'appelle la félicité, ce n'est qu'un rêve. En revanche, le malheur, ça existe. Et combattre le malheur, c'est la meilleure façon de se rapprocher du bonheur. Ça n'est assurément pas le bonheur. D'ailleurs, si ça avait été le bonheur, je n'aurais pas eu besoin de tant philosopher. Non, de tempérament, je suis plutôt mélancolique et anxieux. Mélancolique quand ça va pas trop mal et anxieux quand ça va pas très bien. Je préfère la mélancolie à tout prendre. Vous savez, Victor Hugo avait une jolie définition. Il disait « La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste ». Et c'est vrai que je suis plutôt de ce côté-là. Mais justement, c'est parce que j'ai découvert très vite que j'étais peu doué pour la vie, peu doué pour le bonheur. Je l'ai découvert dès mon enfance. Moi, j'étais un enfant grave, dans une famille, en l'occurrence, elle-même très souffrante, presque pathologique. C'est parce que j'ai compris très vite que j'étais peu doué pour la vie, peu doué pour le bonheur, que j'ai eu besoin de philosopher. Et d'autant plus qu'à l'inverse, dès que j'ai découvert la philosophie au lycée, en classe terminale, j'ai découvert qu'au contraire, j'étais assez doué pour cette discipline-là qu'on appelle la philosophie. Et donc, quand on se découvre peu doué pour la vie et davantage doué pour la pensée, évidemment, il y a une logique à mettre, si j'ose dire, sa puissance de pensée au service de sa faiblesse de vivre. Et finalement, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui a fait de moi un philosophe. Évidemment, le philosophe de la mélancolie, c'est Schopenhauer. Alors, je ne suis pas du tout schopenhauerien, mais c'est peut-être parce que justement, j'ai senti de l'intérieur à quel point sa pensée était tentante, me ressemblait en quelque chose que j'ai eu besoin, pour le dire philosophiquement, de jouer Spinoza contre Schopenhauer. Spinoza, le philosophe de la joie, contre Schopenhauer, le philosophe du pessimisme, disons. Mais avant Schopenhauer, ce qui a joué un grand rôle pour moi, c'est la lecture de Baudelaire. Voilà, le poète de la mélancolie, c'est-à-dire du spleen, comme il disait avec ce mot anglais et snob, mais qu'il affectionnait et sur lequel il a fait des poèmes sublimes. Voilà, sans doute le poète qui ressemble le plus à ma sensibilité, c'est Baudelaire. Mais c'est pourquoi aussi j'ai tellement admirer Victor Hugo, qui est à l'opposé de ça, qui est un poète du courage, du combat, de l'humanisme, de la générosité. Au fond, voilà, moi je crois que j'ai toujours essayé de penser contre moi-même. Essayer de trouver dans la pensée de quoi contrebalancer, au moins en partie, cette tendance un peu mélancolique ou anxieuse qui était la mienne. Et j'avoue que ça n'a pas trop mal marché. C'est-à-dire que j'ai envie de dire un peu ce que disait Schopenhauer d'après la tradition sur son lit de mort. Finalement, je ne m'en suis pas trop mal tiré. C'est un peu le sentiment que j'ai aussi. Ce sont bien sûr deux choses différentes. D'ailleurs, impossible à pratiquer ensemble. C'est comme faire du vélo et du piano en même temps, ce n'est pas possible. Parce que la méditation, ça se fait avec du silence. Immobilité stricte, silence, attention pure. La philosophie, c'est le contraire. La philosophie, ça se fait avec des idées, avec des discours, avec des mots. Et donc, on ne peut pas faire de la philosophie en même temps qu'on fait de la méditation, mais c'est parce que les deux disciplines sont tellement différentes qu'il est bon de faire les deux. Parce qu'au fond, chacune à la fois vous montre la faiblesse de l'autre, la limite de l'autre, et en même temps la compense en partie. Voilà, donc ce sont deux choses à la limite sans rapport, presque opposées, puisque finalement la philosophie est un travail, la méditation serait plutôt une espèce de repos. La philosophie est dans l'abstraction, dans la spéculation, la méditation est plutôt dans la sensation, dans l'exercice, dans le corps finalement. Mais c'est parce que ce sont deux disciplines tellement différentes, voire opposées, qu'il est si précieux de pratiquer les deux. Non, c'était surtout pas mieux avant, en gros, simplement, moi j'étais un peu mieux, j'étais plus jeune, si vous voulez. Et il y avait un côté festif, mais
je dirais pour tous les autres aspects, on vivait moins longtemps, on était moins bien logé, moins bien nourri, le niveau de vie était beaucoup plus bas. L'économiste Daniel Cohen, dans un de ses livres, dit que le niveau de vie aujourd'hui, moyen, en France, est exactement le double de ce qu'il était dans les années 1970, quand j'étais adolescent. Le double, vous voyez. Donc tous les critères font qu'au contraire... c'était pas mieux avant c'était pire. Sans parler de la condition des femmes, alors la libération est inachevée, mais elle a quand même formidablement progressé, sans parler des libertés politiques. La parole est beaucoup plus libre aujourd'hui que du temps du général de Gaulle. Rappelez-vous de l'ORTF. Le syndicalisme est beaucoup plus libre aujourd'hui. Rappelez-vous de la CFT, les syndicats patronaux qui venaient casser du gréviste, le gourdin à la main, dès qu'il y avait une grève un peu dure. Non, moi je suis progressiste. Je pense que l'histoire avance en gros dans la bonne direction, pas de façon linéaire, pas de façon continue, mais je crois qu'il est dangereux de laisser croire que c'était mieux avant, d'autant plus que ça démoralise nos jeunes gens. On leur donne parfois le sentiment, écoute, t'as pas de chance, t'es tombé à la pire des époques, au fond du trou. Mais forcément, c'est démobilisateur. Si au contraire, on leur disait, t'as une chance formidable, tu vis dans une époque qui est quand même moins dure que celle qui régnait en France il y a 40 ou 50 ans, il y a eu d'énormes progrès, bats-toi pour que ces progrès continuent, ça serait quand même autrement tonique que cette espèce de discours démoralisant que tiennent les partisans du déclin français ou du « c'était mieux avant ».